Alors, merci beaucoup pour cette introduction, et puis merci à vous tous d'être venus. Le thème de cette soirée, ce sont surtout les deux grandes théories relativistes du XXe siècle, c'est-à-dire, premièrement, la relativité générale. C'est la théorie qui remplace la théorie de Newton pour décrire fondamentalement la gravité. Tout ce qui a une masse engendre des interactions gravitationnelles que l'on ressent bien sûr dans la vie de tous les jours, mais aussi à une échelle énorme, celle de tout l'univers, des grandes galaxies, etc. Donc, en fait, il faut penser à ça comme une théorie des grandes échelles. En revanche, en XXe siècle, on a une deuxième révolution, c'est la mécanique quantique, et ensuite la création de la théorie des particules fondamentales, qui décrit tout ce qu'on connaît en fait à l'échelle microscopique, donc la structure des atomes, mais aussi à des échelles bien plus petites que celles des atomes. Les physiciens ont réussi à décrire fondamentalement vraiment ce monde qui, à l'échelle microscopique, est quantique. D'accord, alors, qu'est-ce qui est en fait quantique? Toute la matière qui nous entoure, tout ce que vous pouvez voir, si vous le regardez en fait de suffisamment près, avec des outils bien pointus, vous allez vous rendre compte que c'est en fait quantique. Toute la matière qu'on connaît est de la matière quantique. En revanche, quand on la regarde à notre échelle de tous les jours, à la grande échelle de l'univers entier, on se sert d'une approximation où on voit tout ça comme des objets fondamentalement classiques. On oublie un petit peu tout ce qui provient du monde quantique. Donc, les particules ont des masses, donc en particulier les objets de la vie de tous les jours ont des masses, les étoiles ont des masses énormes, les galaxies ont des masses énormes, et donc ont une influence très très grande, bien sûr, sur la gravité, sur la forme de notre univers. Par contre, il y a quand même quelque chose de très très inquiétant. On fait cette sorte d'approximation que, à grande échelle, on peut effectivement oublier le quantique, mais on peut se dire quand même que si fondamentalement tout est quantique, il doit y avoir quand même un mécanisme qui dit que les particules qui ont une masse devraient avoir une influence gravitationnelle. Et ça se passe bien sûr à très 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 petites échelles, mais les particules dans l'univers, il y en a très 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 beaucoup, et on devrait quand même voir cet effet global, et on devrait voir d'une certaine façon, du moins dans la description mathématique, mais si on creuse plus loin, peut-être qu'on verrait ça vraiment dans les observations, par exemple dans les observations cosmologiques, le fait que la matière est fondamentalement quantique devrait être présent dans les équations, dans ce qu'on comprend de l'univers. Et ce n'est pas le cas. Le problème vraiment d'unifier ces deux grandes théories du XXe siècle, c'est un problème qui reste essentiellement ouvert depuis qu'Albert Einstein, qui a passé des années de sa vie à comprendre. Et bien sûr, on a beaucoup d'approches différentes pour comprendre ça. On se pose maintenant la question aussi comment observer ces effets quantiques à l'échelle des galaxies ou de l'univers de façon très pratique, puisqu'on a maintenant les observations par ondes gravitationnelles. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une perspective assez moderne qui est liée à des avancées vraiment en relativité mathématique, où on a de meilleurs modèles plus réalistes et qui permettent de comprendre cette dichotomie, à mon avis, nettement mieux. Alors,
la surprise, le thème surprise dans ce que je vais parler, c'est une notion qui vient de maths, pas forcément en lien avec la physique, c'est-à-dire la fonction zeta de Riemann. Donc, on a parlé un peu de la relativité, de la physique classique. Classique, ici, ça veut dire non quantique. La gravité, même dans un contexte de relativité, comme la théorie d'Einstein, c'est une théorie qui est non quantique. Il y a tout le monde de la physique quantique, la structure de l'atome, mais aussi la physique des particules. Mais le troisième thème qui va venir ici un peu comme une surprise, c'est un sujet très très fondamental en mathématiques qui est très très ancien, les fameuses fonctions zeta de Riemann. Alors c'est une histoire qui a un peu commencé par une formule lancée par Alan Kohn, fameux médailliste Fields, mais récemment justement on est retombé un peu sur la même chose via un intérêt renouvelé en cette formule, et je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Alors, il faut que j'explique un tout petit peu en quoi il s'agit en relativité. Et le mot relativité dit quelque chose sur comment les gens ont su qu'il fallait faire ce qu'il suit, mais en fait on peut l'expliquer autrement sans vraiment parler du mot relatif. Alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que dans la vie de tous les jours, nous sommes habitués à voir le monde comme un monde euclidien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez essentiellement 3 coordonnées en espace pour décrire la position de quelque chose. Et aussi, on a un temps absolu. Ça signifie que on a une certaine position dans l'univers à un certain temps t, et puis le temps coule, et puis on peut bien sûr comparer notre position à un autre temps t. C'est ce qui se passe, en physique avant la relativité. En fait, le temps est une notion à part et complètement distinguée. A priori, ça n'a rien à voir avec une coordonnée en espace. Par contre, le point de vue de la relativité, c'est que le temps est plutôt une 4e coordonnée qui n'est pas vraiment privilégiée par rapport aux autres. Donc, on traite vraiment le temps comme une de 4 coordonnées, ce qui donne naissance à la notion d'espace-temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivre dans un espace-temps? Alors, le problème, c'est que il est quand même clair que cette 4e dimension ne fonctionnera pas exactement comme les autres, ou plutôt dans un espace-temps, les règles doivent être différentes du monde euclidien. On ne peut pas tout simplement passer d'un point à l'espace-temps dans un autre point à l'espace-temps complètement arbitrairement, parce que ça signifierait en particulier qu'on pourrait avoir facilement des machines à remonter le temps. Voilà, d'un clin d'œil, je remonte 20 ans en arrière. Bien sûr, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il doit y avoir des règles précises. Et ces règles précises, c'est ce qui est décrit par la relativité. Et en fait, il y a 2 principes fondamentaux. Premièrement, on dit pas de mouvement plus vite que c'est la vitesse de la lumière, à peu près 300 000 km par seconde. Quand on interdit de mouvement plus vite que ça, bon, on va se dire, personne n'a encore essayé d'atteindre cette vitesse. Mais en fait, quand on dit pas de mouvement, c'est vraiment radical, parce que ça signifie aussi
la façon dont on peut se communiquer et dont on peut avoir une information sur le monde. Donc en fait, pour savoir quelque chose sur ce qui se passe, par exemple, dans une galaxie lointaine, je dois envoyer un signal et je devrais attendre à ce qu'il revienne vers moi. Voilà, donc ça c'est une règle importante. Et en plus, on peut aller seulement dans une direction future. Alors, on peut en fait exprimer ça de façon géométrique très facilement. Si vous dites, par exemple, comme ici, ici c'est le temps, ici c'est l'espace, alors le fait de ne pas pouvoir aller plus vite qu'une certaine vitesse, en fait, ça signifie que vous pouvez aller seulement avec des trajectoires qui sont inclinées d'une certaine façon. Le quotient temps sur espace ne doit pas être plus grand qu'une certaine valeur. Donc, on peut se faire un petit dessin, on peut faire des sortes de cônes de lumière qui indiquent, d'accord, dans le meilleur des cas, je peux voyager à la vitesse lumière, et ces cônes de lumière m'illustrent exactement c'est quoi ces directions en fait en espace-temps dans lesquelles j'ai le droit a priori de voyager ou n'importe quelle information. Et ça en fait une conséquence assez dramatique. Qu'est-ce qui est très très différent par rapport aux intuitions dans la vie de tous les jours? En fait, c'est qu'en relativité, il n'y a pas vraiment la même notion de présent. Parce que si vous êtes dans le monde euclidien et que vous avez un temps absolu comme paramètre extérieur, ben, qu'est-ce que ça veut dire le présent? C'est-à-dire tous les événements pour lesquels la valeur du temps est la même. 2024, date, heure, etc. Donc le présent, c'est en quelque sorte une chose très bien définie. Tandis qu'en relativité, il n'y a pas vraiment de notion de présent au sens que c'est le même instant de temps. Plutôt, ce sont tous les événements auxquels nous n'avons pas accès en voyageant pas plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est en fait une région énorme de l'espace-temps. Donc c'est quand même un changement de perspective radical. Mais si ça ne suffit pas, eh bien, il y a encore une règle à ajouter qui donne naissance à la relativité générale d'Einstein. C'est-à-dire que, dans le dessin précédent, tous ces cônes de lumière étaient les mêmes, les règles de la relativité sont exactement les mêmes en chaque point, mais ça c'est une approximation dans laquelle on dit l'espace-temps est plein. Mais on peut imaginer une situation où l'espace-temps est en fait quelque chose de plus courbe, où ces cônes de lumière pointent dans des directions un peu différentes dans l'espace-temps. Et effectivement, Einstein a proposé en fait de faire le lien avec la gravité. Il a prédit que si vous avez une distribution de masse dans l'univers, c'est elle en fait qui va résulter en une courbure de l'espace-temps. Et tous les effets gravitationnels qu'on voit, y compris à l'échelle de la Terre, en fait, s'expliquent de cette façon. Donc ça, en particulier, des conséquences assez dramatiques si vous mettez un champ gravitationnel assez fort pour faire renverser ces cônes de lumière, et c'est comme ça qu'on obtient un espace-temps de type trou noir. Donc une masse énorme, suffisamment grande, va avoir cet effet-là, avec donc une interprétation très très différente de ce qu'on voit à petites échelles dans la vie de tous les jours. D'accord, mais comment exactement
l'espace-temps est-il courbe si on se donne une distribution, une répartition de masse dans l'univers? Il y a une équation spéciale qui le dit en détail. C'est la fameuse équation d'Einstein. Donc, en fait, Einstein, il est très très connu pour quelques contributions majeures. Donc, on pense E égale mc carré. Mais l'équation d'Einstein, c'est en fait quelque chose de différent, qui ne s'exprime pas très clairement en une ligne, mais qu'on peut écrire en termes d'un sorte de principe d'énergie minimale, si vous voulez. Il y a une équation en fait qui dit que, étant donné une répartition de matière et des conditions initiales, si on savait comment l'espace-temps était dans des temps très lointains, alors on postule qu'il faut choisir l'espace-temps qui minimise en fait la courbure, d'une certaine façon. Donc c'est une équation en fait qui est vérifiée expérimentalement. Les fameux modèles de trous noirs prédits par la théorie ont été observés. Ce sont tous des choses assez récentes. Et c'est une théorie très solide mathématiquement. Bon, mais c'est une chose complètement différente, et donc la physique quantique. Donc c'est un monde très riche. Je vais essayer d'illustrer en fait quelques principes qui sont les plus importants dans cet exposé. Alors, un des aspects les plus choquants de la mécanique quantique, donc on est maintenant plutôt à petites échelles, c'est que il n'y a plus de quantité physique absolue. Donc, de quelle quantité physique on parle? On peut parler d'énergie d'une particule, on peut parler, par exemple, de la position où elle se trouve. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne dit plus on ne sait pas exactement où la particule se trouve, mais plutôt il y a une certaine probabilité que la particule se trouve à un certain point. C'est ce que la mécanique quantique décrit. Et comment elle le fait? Alors, en fait, on remplace les quantités physiques par ce qu'on appelle un opérateur. Alors, un opérateur, ça peut être une opération effectivement sur des nombres, sur des fonctions. Ça peut être une sorte de tableau infini de nombres. Ça peut être un objet très compliqué. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un objet beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que les nombres finalement qu'on observe. Mais la mécanique quantique vient aussi avec une machine comment extraire des nombres observables de ce formalisme mathématique très abstrait. Et c'est la théorie spectrale. Alors la théorie spectrale fait usage de certains états du système, certains vecteurs si vous préférez, ça dépend tout du langage dans lequel on opère et de la situation en considération, pour lesquels cet opérateur très compliqué se comporte en fait comme un nombre. Donc on a un objet très compliqué, mais on essaye de le décrire avec certains nombres très particuliers et se réduire à ces nombres. On les appelle les valeurs propres et on y pense en fait comme des sortes de fréquences. Donc, je vais donner un exemple qui illustre cette situation, donc pas très peut-être mécanique
mécanique quantique, mais particulièrement simple. Donc, vous êtes par exemple dans l'espace habituel, donc vous avez des vecteurs qui ont 3 composantes, hein, x, y, z, et vous considérez l'opération de faire une rotation selon l'axe z, donc une rotation comme ça, ok. Et on se demande, est-ce que vous pouvez trouver un vecteur et un nombre qui vérifie ça? Et en effet, vous avez un tel exemple, vous avez tout simplement le vecteur 0, 0, 1 qui n'est pas du tout affecté par cette rotation. Donc, appliquer la rotation h au vecteur psi donne le même vecteur psi. Donc, on a h psi égale à psi. Et voilà, j'ai trouvé une fréquence, une valeur propre 1 particulièrement. Et en mécanique quantique, c'est effectivement ce qu'on va voir. On aura des opérateurs parfois aussi simples, parfois beaucoup plus compliqués, mais pour lesquels, en fait, il existe des vecteurs ou des fonctions psi sur lesquelles cet opérateur, en fait, agit comme un nombre. Bon, en soi, ça peut être juste une curiosité mathématique, mais la mécanique quantique introduit ici une règle fondamentale. Les lois de la mécanique quantique, ils calculent en fait la probabilité que la quantité d'intérêt, décrite par l'opérateur h, vaille exactement lambda. Donc vous voyez qu'il y a un rôle fondamental qui est joué par l'ensemble de ces fréquences, l'ensemble de ces lambda, on appelle ça le spectre. C'est l'ensemble des valeurs propres possibles. Et si on y réfléchit quelques secondes, on s'aperçoit, oui, mais si, par exemple, mon opérateur qui décrit la position d'une particule dans une certaine situation, il a un spectre qui consiste en une suite de nombres, par exemple, ça signifie que les positions permises, ce sont seulement exactement ces fréquences. C'est pas du tout ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Je peux me déplacer un peu n'importe comment, mais pas juste avec des sauts hein, d'une certaine longueur très précise. Et en plus, ce qu'il y a en mécanique quantique, c'est cette interprétation probabiliste que, a priori, je ne sais pas vraiment dans quel état se trouve mon système, quelle est la position de la particule, mais ce que je peux calculer, c'est juste la probabilité que cette quantité d'intérêt vaille un certain lambda ou un autre lambda appartenant au spectre. Voilà, donc c'est radicalement différent de la relativité générale. Mais bon, j'avais promis encore quelque chose de complètement différent qui potentiellement pourrait faire le lien entre ces deux choses. Donc, il s'agit d'un grand classique, la fonction zeta de Riemann. C'est une lettre grecque qu'on ne voit pas très souvent et qui s'écrit assez mal au tableau, zeta. Donc, pour un nombre S, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de définir le nombre zeta de S de façon suivante. Je prends d'abord 1, ensuite 1 sur 2 puissance S, 1 sur 3 puissance S, 1 sur 4 puissance S, etc. Et puis, j'essaye de sommer tout ça. Donc, par exemple, pour S égale 2, j'essaye de calculer ça, ça serait 1 plus 1 sur 2 au carré, 1 sur 4 donc, plus 1 sur 3 au carré, 1 neuvième, etc. On essaye de sommer ça, et il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit on va vraiment se rapprocher de plus en plus vite d'un nombre concret, soit on va voir qu'on est en train d'ajouter des quantités telles que cette somme, elle devient systématiquement beaucoup plus grande, jusqu'à dépasser n'importe quelle valeur que vous pouvez imaginer. Et dans ce cas-là, on peut donner aucun sens à cette somme, elle n'existe pas.
Et ces deux situations de figure sont ici présentes. Donc, par exemple, l'exemple que je viens d'invoquer, zeta pour 2, ce calcul donne bien un nombre bien défini. Il y a quelques techniques différentes pour le calculer. Ça donne en fait pi au carré sur 6. C'est difficile, c'est difficile à voir ça juste en sommant ces nombres qui sont des fractions très simples. Mais c'est effectivement ce qui va arriver. Par contre, si vous prenez s égale 1, donc si vous ajoutez 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart, etc., alors ça va mal se passer. Si vous me donnez n'importe quelle valeur, même 70 000 par exemple, je vous trouverai bien une somme de ce type qui sera supérieure à 70 000. Il faut juste être suffisamment patient. En sommant de cette façon, vous pouvez avoir quelque chose arbitrairement grand. Donc il n'y a pas de bonne notion de somme, ça n'existe pas. Mais il y a des valeurs pour lesquelles on n'arrive pas vraiment à sommer directement, mais ce qu'on arrive à voir, c'est qu'il existe une sorte de prolongement par d'autres valeurs qu'on connaît bien. En fait, on arrive à calculer des valeurs S qui sont assez proches de 0, même des valeurs qui sont des nombres complexes. On abandonne la droite réelle, on peut donner sens à des nombres qui généralisent la racine carrée de moins 1. Donc on peut contourner 0. Et puis, on peut se rendre compte finalement qu'on peut se rapprocher de S égale 0 et avoir une valeur un petit peu mystérieuse, moins 1,5. Donc, c'est en fait beaucoup plus mystérieux que ces deux valeurs-là. Mais le mystère continue. Il y a plein de propriétés en fait de cette fonction particulière qui la rendent très intéressante en mathématiques. La raison principale, je dirais, c'est le lien avec la théorie des nombres, la fameuse formule d'Euler, qui dit en fait que pour les S pour lesquels cette somme est bien définie, en fait on peut l'exprimer comme une fraction où on a un produit infini où on prend la suite de nombres suivantes, 2, 3, 5... Bon, on ne voit pas trop ce qui va arriver après. Le plus étonnant, en fait, c'est que c'est un produit sur tous les nombres premiers. Alors, dire c'est quoi tous les nombres premiers, c'est un problème très difficile. Décrire la distribution des nombres premiers est un problème difficile. Et il se trouve qu'il y a un lien entre cette répartition des nombres premiers, qui sont divisibles juste par eux-mêmes, et cette formule qui, a priori, n'a aucun lien avec la théorie des nombres. Enfin, c'est une somme qui ne dit absolument rien de nombres premiers, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., qui figure dans cette définition. Voilà. Et le lien qui m'intéresse, en fait, beaucoup plus, c'est qu'il existe une généralisation très pratique et qui intervient assez souvent, pour des raisons assez mystérieuses en physique. Ce sont ce qu'on appelle les fonctions de zeta spectrales. Alors, le principe est en fait très simple. Vous pouvez vous amuser à faire des sommes tout comme ici, mais en remplaçant la somme sur tous les nombres naturels. Donc au lieu de sommer ici avec un 1, un 2, un 3 et puis leur puissance,
vous prenez tout simplement successivement les valeurs propres d'un opérateur. Donc vous avez un spectre issu par exemple d'un contexte de mécanique quantique et rien ne vous interdit de sommer plutôt que sur tous les nombres de 1, 2, 3, 4, 5 successivement, mais sur des valeurs propres, des fréquences, lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Et il se trouve que cette fonction de zeta spectral a un peu des propriétés analogues, la structure analogue est générale, ressemble beaucoup, et il se trouve aussi que ces fonctions de zeta spectral nous disent beaucoup sur le système quantique qu'on a pris pour avoir une notion de spectre et donc de fréquence. Donc c'est un objet issu de maths fondamentales et de la physique quantique, cette notion de fonction de zeta spectral. Pardon. Voilà, donc, la formule que j'ai brièvement mentionnée dans l'introduction montre qu'en fait, il y a un lien entre ces notions de physique quantique, ces spectres, ces fréquences, et les notions issues de la relativité générale, la gravité, et donc la notion de courbure d'espace. Donc c'est une formule qui a été popularisée par Alain Kohn, utilisée en physique, ensuite généralisée. Il parle d'une valeur spéciale d'une certaine fonction zeta spectrale, donc pour un certain opérateur, et quelque chose où on reconnaît en fait la courbure de l'espace. Dans cette formule, il y a encore une intégrale, il y a encore ici un nombre qui est donné par la fonction gamma, ici un nombre pi, mais tout ça, c'est beaucoup moins intéressant. C'est pas très intéressant qu'est-ce qu'il y a ici concrètement. Ce qui est vraiment intéressant dans cette formule, c'est que vous avez une identité vraiment entre quelque chose issu de ce monde quantique et quelque chose issu d'un monde complètement classique qui décrit la gravité. Donc bien sûr, en mathématiques, on a beaucoup de formules. Si je vous dis 2 plus 7 égale 9, vous n'allez pas être surpris, mais surtout, on n'est pas surpris d'avoir une identité entre deux nombres qui vient vraiment du même monde. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand on a une identité qui dit vraiment quelque chose a priori complètement pallié et en fait la même chose. Donc, en voyant quelque chose comme ça, si on est pris de surprise, on est aussi bluffé que de voir une identité qui dirait par exemple que 2 zèbres est égal à un arbre. C'est vraiment quelque chose de bluffant. Donc ça, c'est quelque chose qui a été popularisé dans les années 90 et qui suit en fait de théories mathématiques développées même un peu avant. Et ça a été développé dans une direction où en plus de dire juste que bon, c'est vaguement issu du monde quantique, il y a des versions améliorées de ça qui permettent de retrouver vraiment le modèle standard qui décrit les particules fondamentales. Donc très particulièrement, il y a là-dedans les électrons, les neutrinos, tout ce que vous voulez. Tout peut être mis dans cette formule. Et par contre, là où il faut faire très très attention, c'est que bien qu'on parle ici de gravité, c'est quand même pas tout à fait juste, parce que ce qui est dans cette formule, c'est bel et bien une courbure, mais courbure d'espace.
pas vraiment d'espace-temps. En fait, ce qui se passe dans cette formule, c'est qu'on n'est pas dans un cadre relativiste, c'est une courbure d'espace vraiment comme dans le monde euclidien de la vie de tous les jours. Et donc, ce n'est pas vraiment une théorie de gravité pertinente. Hein, la relativité générale, ça doit vraiment parler d'espace-temps pour avoir un sens. Ce n'est pas juste la théorie de Newton, on obtient juste une construction mathématique. Ça ne décrit pas vraiment la gravité qu'on connaît. Et ça aussi, en fait, on parle d'une version euclidienne de certains objets quantiques, donc qui ont exactement le même défaut que, en fait, ce ne sont pas des théories relativistes. On a fait un super effort pour relier quantique et gravité, mais on a retiré, malheureusement, le mot relativiste et espace-temps. Voilà, alors je voulais en fait parler très très brièvement de ce qu'on fait en fait dans ce programme, donc d'avancées très récentes. Et disons, le phénomène qu'on voit, c'est qu'on arrive beaucoup mieux à opérer des méthodes spectrales, donc ils utilisent cette notion d'opérateur et de fréquence aux équations de la relativité générale. Alors ça, c'est possible pas parce qu'on voit la gravité comme quelque chose de quantique, mais c'est juste que les équations d'Einstein sont des équations qu'on peut comprendre avec ces méthodes de réduire des opérateurs compliqués à des nombres. Donc ça tombe bien, ce sont des méthodes qui maintenant sont très développées et qui permettent d'étudier des modèles de plus en plus réalistes. En plus, ces fréquences qui interviennent dans ces problèmes, ce sont quelque chose qu'on arrive à voir et qu'on a l'espoir d'observer avec beaucoup plus de précision. En fait, les observations avec les ondes gravitationnelles vont permettre de détecter certaines fréquences. Et si vous avez un modèle mathématique suffisamment précis pour modéliser ce qui se passe, vous allez trouver une interprétation de ces fréquences et vous allez pouvoir dire qu'est-ce que ces fréquences signifient en particulier. Vous pourrez décrire une situation où il y a le merger de deux trous noirs, par exemple, et vous pourrez déterminer ces paramètres. Donc, il y a ces méthodes mathématiques qui ont été développées surtout pour ça, surtout pour ces observations gravitationnelles, et qui, a priori, ne sont pas liées à de la physique quantique, mais vous voyez que le formalisme pour le décrire est principalement le même. C'est ces méthodes spectrales, et on arrive à les utiliser de mieux en mieux dans un contexte relativiste. Et c'est précisément sur ces similarités qu'on s'est penché avec d'autres mathématiciens. Donc revoilà un peu l'équipe dont mes co-organisateurs. Donc peut-être que ça serait mieux de mettre des photos que de répéter le même poster. Et je peux déjà vous communiquer quelques résultats précis qui illustrent en fait ces similitudes et jusqu'à quel point on peut aller pour tirer des conclusions. Et ce qu'on arrive à démontrer en utilisant des méthodes de Richard Melrose et d'András Vasi, donc ce sont des mathématiciens à 100% qui ont contribué au développement de méthodes spectrales, entre autres en relativité
générale. Et avec mon collègue Viet Dang, qui est jeune professeur à Sorbonne Université, juste à côté, on a montré une formule qui est du même goût que la formule d'Alan Kohn. Il y a bien sûr des petites différences mathématiques, donc je pourrais vous parler toute la journée. Mais ce qui est important, c'est que le membre droite, il reste bien une fonction zeta spectrale. Il est issu du monde de la mécanique quantique. Le membre droite donne bien en particulier la courbure et le lien avec la gravité, mais qui opère directement au niveau d'espace-temps réellement. Donc, ce terme de droite correspond bien à la relativité générale qu'on voit dans l'univers, et le membre gauche correspond bien à des théories quantiques qui sont bien relativistes, qui sont bien cohérentes avec l'idée de travailler en espace-temps. Il y a donc effectivement un lien quantique et équation d'Einstein relativiste. Et ce qui est donc assez drôle quand on y pense, si c'est une fonction zeta spectrale, eh bien c'est bien parce qu'il y a une sorte d'opérateur quantique et donc qui a ces notions de fréquence. Et on peut y penser en fait comme les fréquences de l'univers. Ça donne une interprétation de physique quantique à la relativité générale. Voilà, donc en fait, pour nous, c'est le début de plein de questions. Nous sommes surtout intéressés comment implémenter ce genre de formule dans des théories effectives de gravité avec matière quantique. On veut comprendre qu'est-ce que ça change vraiment quand on considère sérieusement le fait que toute la matière qu'on connaît vraiment dans l'univers est quantique. Dans les modèles, ce qu'on voit, c'est que ça doit avoir une influence importante à la grande échelle, à l'échelle cosmologique. Et maintenant, il y a toute cette histoire d'attendre le développement de modèles cosmologiques suffisamment précis avec des observations cosmologiques ou d'ondes gravitationnelles suffisamment précises pour qu'on puisse en fait trancher entre une multitude de modèles et d'idées comment utiliser ces liens. Voilà, donc ça c'est en fait, une approche. Si vous venez écouter quelqu'un d'autre, peut-être ils auront une approche différente. Il y a des approches où on essaye vraiment de quantifier la gravité tout de suite. Il y a ensuite le problème de descendre à des échelles d'énergie plus basses pour comprendre ce qu'on a fait vraiment. Il y a beaucoup d'approches différentes, mais on espère qu'avec les avancées mathématiques présentes et les avancées surtout expérimentales liées aux ondes gravitationnelles, les observations cosmologiques vont nous permettre d'amener un petit peu d'ordre dans cette zoologie de modèles dont je vous ai montré un petit exemple. Voilà, donc merci de votre attention.